avec l'intervention de Seashipper France. Bon, Karine fera mieux que moi pour la présentation. Et Bonjour. voilà. Donc cette conférence va se terminer aux alentours de midi. Et vous n'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions. On fera circuler un micro. Voilà. Bienvenue Karine. Merci. Et belle conférence. Merci. Alors, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous connaissez Sea Shepherd, j'imagine que oui, si vous vous êtes levé tôt ce matin. Alors non, je vois des personnes qui ne connaissent pas. Donc, c'est une association qui a maintenant une renommée internationale et qui est focalisée sur la protection de la vie marine en général, et même plus largement sur la protection du vivant, et qui est connue pour ses actions coup de poing, qui est née dans les années 70, en 1977, et qui a été fondée par le capitaine Paul Watson, que certains d'entre vous connaissent probablement, et qui est actuellement incarcéré au Groenland pour avoir essayé de protéger un sanctuaire international en Antarctique. Donc je vous reparlerai de ça tout à l'heure. Et juste pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas l'association, je vais vous passer une toute petite vidéo, juste pour que vous vous mettiez un peu dans le bain. La spécificité de notre organisation, c'est que c'est une organisation avec des marins moyens maritimes, qui est présente sur tous les océans du globe, et qui donc défend la vie marine depuis près de 40 ans. Et qui suit un mode d'action qu'on appelle l'agressivité non violente, ou la non-violence agressive, c'est pareil. Et c'est vraiment le modus operandi qui a été pensé par le fondateur de cette association, donc le capitaine Paul Watson, et qui consiste à intervenir directement quand on est face notamment à des actions de braconnage ou de pêche illégale. Voilà, je vous mets cette petite vidéo pour commencer. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de son. Je suis devant, c'est ça ? Deck bridge. We have a target on radar, 5 nautical miles, 044 degrees from our location. Get ready to launch the rips.
Voilà, alors ça c'était pour vous mettre un peu dans l'ambiance donc pour des actions de Sea Shepherd. Donc Sea Shepherd, ça veut dire en anglais berger de la mer. Et donc comme je vous le disais, c'est une association qui a été créée dans les années 70 par le capitaine Paul Watson, qui est également l'un des cofondateurs de Greenpeace à l'époque, et qui a quitté Greenpeace pour fonder sa propre association qui était plus virulente, ou en tout cas vraiment focalisée sur l'action directe. Et donc, il a parcouru les océans du globe pour essayer de protéger des espèces en danger ou des écosystèmes marins en danger. Et notamment, donc, les actions les plus connues à l'époque étaient les actions contre la chasse baleinière en Antarctique, contre la flotte baleinière japonaise qui venait harponner les baleines dans le sanctuaire baleinier antarctique. Et en fait, à ce moment-là, il y a une équipe de télé de Animal Planet qui est montée sur les navires de Sea Shepherd et qui a filmé absolument toutes les actions. Et donc, ça a vraiment participé de la notoriété de l'association. Et c'est vraiment ce qui en a fait un mouvement aujourd'hui mondialement connu. Voilà. Alors, dans la première partie, donc, vous voyez la première partie de cette petite vidéo, on voyait bien donc, les moyens maritimes qu'on peut déployer en mer. L'idée, c'est d'avoir des bateaux suffisamment importants pour pouvoir partir plusieurs mois en mer, notamment quand on part sur les sanctuaires en Antarctique, par exemple, parce qu'il faut déjà pas mal de temps pour y arriver et pour revenir. Et en France, on a également des moyens maritimes qui, pour le moment, sont un peu plus restreints. Avec un bateau qu'on a acheté récemment l'année dernière suite à la levée de fonds du The Event. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Et donc voilà, donc aujourd'hui on a un bateau qui fait une quinzaine de mètres pour la France, plus des petits bateaux, des semi-rigides et des coques alu qui nous permettent de faire des campagnes aussi au niveau national. Et il faut savoir que Sea Shepherd France est une des antennes de Sea Shepherd les plus actives au monde. Donc sur la deuxième partie de la petite vidéo que je vous ai montrée, il y avait des images des actions de Sea Shepherd France justement, et je vais vous en remontrer en switchant d'ordinateur et en passant sur le mien. J'ai fait un petit PowerPoint pour vous. Non, ça va, je suis pas trop devant. Je vais me décaler un peu. Hop. Voilà, donc ça c'est le capitaine Paul Watson. Donc, probablement que pas mal d'entre vous le connaissent déjà. C'est devenu vraiment une figure emblématique du mouvement écologiste en général. Et donc, je vous en reparlerai en fin de conférence, mais il est actuellement donc incarcéré au Groenland. Pour avoir sauvé des milliers de baleines en Antarctique. Donc je reviendrai un peu plus en détail sur les circonstances qui l'ont mené en prison aujourd'hui. Mais voilà, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un très très gros mouvement citoyen international de soutien à Paul Watson, qui est largement considéré comme un héros de l'écologie, mais qui a des détracteurs et des pays un petit peu ennemis, entre guillemets, dont les nations baleinières et les nations qui continuent à massacrer des mammifères marins, dont le Danemark. Et il est donc incarcéré au Groenland et il a été arrêté par la police danoise en juillet 2021. Donc l'audience qui doit un petit peu sceller son sort va avoir lieu le 4 septembre, donc dans quelques jours. Donc voilà, nous on est tous un peu tenus en haleine par ces circonstances et par cette histoire. Donc, je reviens d'abord sur les actions de Sea Shepherd France et après on reparlera plus en détail de Paul Watson, et je vous montrerai une vidéo de lui qui a été tournée en prison au Groenland, où il s'adresse du coup à tous les sympathisants et toutes les personnes qui le suivent à travers le monde.
Voilà, alors pour retourner à Sea Shepherd France, donc je vous disais tout à l'heure que c'était une des antennes nationales les plus importantes du mouvement Sea Shepherd. Et on a l'année dernière gagné une très belle victoire, qui est une victoire principalement juridique, sur le sort des dauphins sur la côte atlantique. Donc peut-être que certains d'entre vous l'ignoraient même, mais il y a des dauphins en France. On a souvent l'impression que les dauphins, c'est vraiment des animaux qu'on voit que sur les cartes postales des Caraïbes. Mais en fait, on en a beaucoup en France. On a beaucoup de mammifères marins qui passent à proximité des côtes françaises. Et on s'est rendu compte, grâce à des signalements de sympathisants, que les dauphins venaient s'échouer massivement sur les plages françaises. Donc là, c'est une des images de dauphins échoués. On en a des milliers. Hein. Vraiment, c'est des chiffres qui sont astronomiques. Et on s'est penché sur la question de comprendre pourquoi les dauphins venaient s'échouer sur les plages françaises. Et en interrogeant la population, on s'est rendu compte que même la population de bord de mer ignorait parfois qu'on avait des dauphins donc, sur les côtes françaises. Donc à partir de ce moment-là, quand même les habitants, les locaux ignorent la problématique, c'est là que le rôle d'une ONG rentre en ligne de compte. Et donc on a eu un rôle de lanceur d'alerte sur cette question et d'enquêteur entre guillemets. Donc voilà, un dauphin sur les plages françaises. Alors je ne sais pas si on voit très bien, mais sur le côté de sa nageoire, là, vous voyez qu'il y a une entaille. Et en fait, cette entaille est due à des filets de pêche. Et ce dont on s'est rendu compte, au fur et à mesure de cette campagne qui a commencé en 2018, c'est que la cause principale de mortalité des dauphins en France, c'était la pêche. Parce que en fait, les dauphins vont chasser sur les mêmes zones que les pêcheurs, entre guillemets. Et donc, du coup, ils se retrouvent coincés pendant leur période de chasse dans les filets de pêche. Et les dauphins sont des mammifères, ils ont des poumons, ils ont besoin de respirer comme nous. Ils respirent à peu près toutes les 10 minutes, donc ils n'ont pas une apnée très, très importante. Et en fait, ils se retrouvent bloqués dans les filets de pêche. Une session de pêche, ça peut durer jusqu'à 4 heures. Donc, ils ne peuvent pas remonter pour respirer et ils s'asphyxient dans les filets. Et ça se voit très bien au moment des autopsies qui sont réalisées sur les cadavres de dauphins, qui sont réalisées par un institut étatique qui s'appelle Pélagis. Parce que, en fait, quand ils sont sous l'eau, ils ont un réflexe biologique qui est de fermer leur évent. Et donc, les poumons explosent au moment de l'asphyxie. Bref, donc je vous parle de choses pas très, très sympas dès le matin, mais bon, c'est une réalité et c'est vraiment la cause principale de mortalité des dauphins. Et donc, nous, on a été aussi en mer. Donc, à la fois, on a déployé des équipes à terre pour aller voir ce qui se passait, pour faire des photos de ces cadavres et essayer de comprendre la problématique. Et on a été aussi en mer, donc grâce à notre bateau qui, à l'époque, était un semi-rigide. Donc, on allait très loin en mer. On partait, pour vous donner une idée de la campagne, on partait sur les horaires de pêche, donc c'est tôt le matin. Le temps que nous, avec notre semi-rigide, on arrive sur la zone de pêche, on partait généralement à 3 ou 4 heures du matin. On rentrait presque 12 heures plus tard. Et en fait, pendant toute cette période-là, on essayait de trouver des navires de pêche et de filmer la remontée des filets pour voir ce qui se passait et pour voir s'il y avait bien des dauphins à l'intérieur, pour prendre des preuves photographiques. Et voilà, donc ça demande une attention vraiment constante parce que une remontée de filet, ça dure très très longtemps et un dauphin qui remonte dans un filet, ça dure quelques secondes. Donc il faut vraiment être super attentif. Voilà, et imaginez être sur une petite coquille de noix ballottée sur l'eau et nos photographes étaient quand même super motivés. Donc merci à eux. Et là, donc, on a un cliché de dauphin pris dans les filets de pêche dans le golfe de Gascogne. Donc on a fait plusieurs images de ces dauphins pris dans les filets parce qu'en fait l'idée c'était de démonter l'argument des pêcheurs qui était à la base, qui a été l'opposition, le déni en disant que non, les dauphins s'échouent mais ils se sont toujours échoués, ils meurent de vieillesse, ils meurent de maladie, ils meurent à cause des tempêtes, etc. Et donc nous l'idée c'était d'aller sur le terrain et de montrer que non, la majorité des dauphins ne meurent pas de ces causes-là et donc meurent bien de la surpêche.
Voilà, donc ça c'est l'image de la caudale d'un dauphin qu'on a retrouvé en mer, parce que parfois, quand les pêcheurs remontent les dauphins, souvent ils les rejettent à l'eau, alors qu'ils sont censés déclarer à chaque fois qu'ils prennent un dauphin, mais ils le font pas forcément. Et souvent ils les rejettent à l'eau. Et donc là, on a trouvé un cadavre de dauphin qui flottait, et on voit très bien là donc sa queue ensanglantée, parce que en fait les filets de pêche, c'est du plastique, c'est très coupant, sont venus cisailler la chair du dauphin. Voilà, alors les types d'actions qu'on a pu mener en parallèle des actions en mer. Donc on a des bénévoles qui ont vraiment arpenté les plages de Vendée, de Bretagne, etc. Pendant plusieurs années, 2 à 3 mois par an. Et l'idée, donc, c'était de trouver les cadavres de dauphins avant que les mairies les trouvent, parce que souvent les mairies font disparaître les traces avant que les touristes arrivent, et donc les dauphins finissent dans des charniers. Et donc nous, l'idée, c'était de pouvoir récupérer parfois les dauphins quand ils n'étaient pas trop abîmés. Et quand on en avait plusieurs, il nous est arrivé du coup de les exposer dans des centres-villes côtières, ou même devant l'Assemblée nationale, c'est le cas sur cette image-là, pour essayer de faire du bruit et de faire parler du sujet. Alors, la plupart des gens pensaient que c'était des faux dauphins, des dauphins en résine ou je ne sais quoi. Alors, non, c'est bien des vrais dauphins qu'on a récupérés sur les plages et qu'on a ramenés, du coup, là, pour le coup, devant l'Assemblée nationale pour interpeller la ministre de la Mer de l'époque. Et je crois que c'était l'année dernière, en 2023, on a fait ça aussi devant le Parlement européen. C'était vraiment une année catastrophique. C'était une hécatombe au niveau de la mortalité des dauphins. Pour vous donner une idée, on estime que c'est environ 6 à 9 000 dauphins qui meurent par an en France. Et c'est une espèce qui est une espèce prédatrice, donc qui n'est pas programmée biologiquement pour faire face à une telle prédation humaine et un tel taux de mortalité. En fait, c'est des espèces qui se reproduisent peu, qui ont un temps de gestation assez long, qui ont une maturité sexuelle tardive, et donc elles ne sont pas faites pour résister à une telle pression. Et voilà. Et donc aujourd'hui, il y a encore des dauphins sur les côtes françaises, mais si à ce rythme, on continue à les éradiquer, même non intentionnellement, on met vraiment la survie de l'espèce en danger. Voilà, donc ce jour-là, on avait trouvé 7 dauphins. Je crois que c'est la première et la seule fois où on en a trouvé autant. Et je peux vous dire que quand vous êtes sur les plages et que vous marchez quelques heures et que vous trouvez autant de cadavres de dauphins, c'est vraiment, ça fait vraiment un coup au moral. Et donc, du coup, on avait pris la route avec ces dauphins de nuit pour venir les placer devant le Parlement européen. Alors, toutes ces actions se sont soldées, donc, comme je vous disais, par une victoire juridique, parce que on a attaqué la France devant le Conseil d'État. Les dauphins sont une espèce protégée. Donc, comme leur nom l'indique, ils sont censés être protégés par l'État. Ça relève de la responsabilité de l'État. Et là, on voit bien que depuis des années qu'on sonne l'alerte, eh bien, l'État ne faisait rien. Et donc, on l'a forcé, plus ou moins, à agir grâce à un recours juridique devant le Conseil d'État, qu'on a gagné avec d'autres associations, France Nature Environnement, Défense des milieux aquatiques. Et en fait, on a demandé la fermeture de la pêche pendant un mois l'année dernière. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'est passé quand même un peu aux infos, etc. Ça fait un peu de bruit parce que forcément ça met à mal la filière pêche et puis toute la filière halieutique, voilà. Et donc c'est une mesure qui a fortement inquiété les pêcheurs, mais en tout cas c'est une belle victoire pour Sea Shepherd France et les associations requérantes, parce qu'en fait on se rend compte qu'en sensibilisant seulement, il ne se passait rien. Et parfois, il faut contraindre l'État à prendre des mesures. Et donc là, c'est ce qui s'est passé. L'État a été forcé de fermer la pêche pendant un mois. Donc quasiment aucun bateau de pêche n'est sorti dans le golfe de Gascogne pendant un mois cet hiver. Et c'est une mesure qui sera reconduite encore 2 années. Et l'idée, en fait, c'est derrière d'avoir donc l'Institut Pélagis qui fait des recherches scientifiques et qui donnera un bilan de tout ça, et pour savoir si vraiment la pêche, si vraiment il faut réformer la pêche pour sauver les dauphins. Alors tout ça c'est important parce que en fait les dauphins c'est comme les baleines, comme
les phoques un peu moins, mais en tout cas, voilà, comme les baleines, comme les grands mammifères marins, qui sont des animaux très charismatiques, qui sont des animaux que le grand public aime bien. Hein. Les enfants, ils ont des peluches, baleines, dauphins, etc. Les gens aiment ces animaux. Et en fait, on se dit aujourd'hui que si on ne sauve pas les dauphins et les baleines dans l'océan, on ne sauvera plus rien, en fait, parce que c'est vraiment des espèces qui bénéficient d'un capital sympathie important. Et que donc, si on n'arrive pas à mobiliser le grand public sur ces questions-là, on ne mobilisera pas le grand public sur le sort des sardines ou des maquereaux. Donc voilà, c'est vraiment des campagnes qui sont très importantes et qu'il est très important de gagner parce que c'est presque les plus évidentes. Voilà, et c'est vraiment le but du jeu, c'est vraiment d'emmener avec nous l'opinion du grand public et de sensibiliser les gens, les médias et les politiques au sort des océans qui sont en train de mourir, hein, très clairement, à cause de la surpêche. Voilà, alors quand je parle des océans qui sont en train de mourir à cause de la surpêche, donc on a parlé des dauphins, mais en fait, l'argument aussi des pêcheurs, c'est de dire, mais vous voyez bien, on en prend plein, il en reste plein en fait, des dauphins. Bon, effectivement, mais comme je vous l'ai dit, c'est des espèces qui ne peuvent pas survivre à une telle pression. Et donc, c'est maintenant qu'il faut se mobiliser. Il ne faut pas attendre qu'il n'y en ait plus, hein, parce que ce sera trop tard. Et en fait, si on a beaucoup de dauphins encore sur les côtes atlantiques, sur la côte atlantique française, on estime aussi que c'est probablement parce qu'il y a eu un déplacement des populations. C'est-à-dire que les populations de dauphins qui chassaient plus au large il y a quelques décennies se retrouvent à devoir chasser plus proche des côtes. Donc, ils sont visibles, on les voit, hein, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a plus pour autant. Et il y a des scientifiques qui estiment que si les dauphins se rapprochent des côtes, c'est parce qu'ils n'ont plus suffisamment à manger au large. Voilà. Et bien sûr, s'ils se rapprochent des côtes, c'est pour chasser. Hein. Voilà, donc là, je vous montre ce qu'on appelle un navire-usine. Donc ça, c'est un bateau qui est immense. C'est difficile de se rendre compte de l'échelle, là, mais ils font plus d'une centaine de mètres. Hein. Ils sont vraiment très, très longs. C'est des usines flottantes, clairement, et c'est des navires c'est des chalutiers, hein, donc qui vont tirer un filet absolument énorme dans lequel on peut mettre plusieurs avions, hein, pour juste vous donner une idée, et qui raclent comme ça, soit le fond des océans quand c'est des chaluts de fond, soit pour ceux-ci la colonne d'eau quand c'est des chaluts pélagiques, et qui ramassent tout sur leur passage. Et vraiment, c'est des machines de guerre qui vident les océans à un rythme effréné. Et donc, nous, on essaie aussi de sensibiliser sur cette question, c'est-à-dire que si on veut, encore une fois, sauver les espèces charismatiques qu'on aime bien, les baleines, les dauphins, etc., eh bien, il faut sauver leur milieu, et notamment leur proie, hein, aussi, pour qu'ils puissent se nourrir convenablement. Alors ça, c'est il y a quelques années, on suivait justement un de ces navires-usines immenses dans le golfe de Gascogne. Là, le bateau que vous voyez, c'est le bateau de Sea Shepherd. Donc, c'est pas le navire-usine. Hein. Le navire-usine, il est un peu plus loin. Et vous voyez donc un petit semi-rigide qui est au milieu de la photo, là, et qui avance sur une espèce de nappe blanche, là. Alors, je ne sais pas si vous aviez vu ces photos qui ont fait le tour du monde à l'époque. Est-ce que vous savez ce que c'est que cette nappe blanche ? Ah, c'est pas le chalut ? Ouais, c'est des merlans bleus, c'est des poissons en fait. C'est des petits poissons morts qui flottent par dizaines de milliers en mer. Alors, nous, on a constaté ça en suivant justement ces navires-usines et en essayant de documenter leur activité. Et en fait, le chalutier géant se dédouane en disant que c'était pas de sa faute et que son chalut a craqué. Bon, nous, on n'y croit pas, hein, à cette version, évidemment, puisqu'on sait que c'est une pratique qui se fait, qui est illégale, mais qui se fait. C'est quand les navires ont les cales remplies de poissons d'une valeur commerciale moindre et qui trouvent un banc de poissons d'une meilleure valeur commerciale, et du coup, pour faire de la place dans leur cale, ils vont tout vider en mer. Donc ça, c'est illégal. Ils n'ont pas le droit de le faire, mais le grand drame de la mer, c'est que c'est loin des yeux, loin des consciences, hein, et que personne n'est là pour voir ce qui se passe.
Donc tout ça passe généralement inaperçu, et là il se trouve qu'on était sur le sillage de ce bateau-là, et que donc on a pu faire ces images qui ont vraiment choqué l'opinion publique, même à l'international. Il y a eu une très grosse couverture médiatique, et qui montrent vraiment que les pratiques de pêche aujourd'hui doivent être complètement repensées et doivent être contrôlées. Parce que le problème, c'est qu'il y a des réglementations, mais personne n'est là en mer pour les faire appliquer. Donc c'est le Far West, on fait ce qu'on veut, on fait n'importe quoi, et on ne se rend pas compte que l'océan n'est pas un garde-manger inépuisable, mais que ce sont des écosystèmes fragiles qui sont tous interdépendants et dont nous dépendons même, nous, êtres humains, pour notre survie. Voilà. Là encore, une image donc, des membres d'équipage de Sea Shepherd qui naviguent sur la nappe de poissons. Alors, à savoir que ces poissons-là, les merlans bleus, c'est une espèce qui est utilisée pour faire du surimi industriel. Donc, en plus, c'est quand même pas très, très bon. Mais voilà, c'est... Voilà, ça m'amène aussi à parler un petit peu de l'impact de notre consommation de poissons, parce que souvent les gens nous demandent comment on peut faire pour aider Sea Shepherd, etc. En fait, la meilleure manière que tout le monde peut faire pour aider l'océan, c'est de réduire sa consommation de poissons. Parce que vraiment, aujourd'hui, la menace principale qui pèse sur les océans, c'est clairement la surpêche, et c'est clairement la surconsommation de poissons. Donc il y a les pratiques comme celle-ci qui sont illégales et qu'il faudrait arriver à contrôler. Hein, ça relève de la responsabilité des États quand même. Et il y a aussi la responsabilité individuelle du fait que en fait, la consommation de poissons a explosé au cours des 50 dernières années. La consommation de poissons en France a fait x2, hein, donc c'est vraiment énorme. Et aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de poissons, en tout cas en Europe, hein, pour survivre. Voilà, on peut faire autrement. Et donc, diminuer sa consommation, c'est vraiment diminuer la pression sur ces écosystèmes fragiles. Alors, on passe à quelque chose d'un peu plus sympathique. En fait, donc je vous ai parlé d'un événement qui s'appelait le The Event, qui est pour ceux qui ne connaîtraient pas, hein, c'est une levée de fonds absolument incroyable qui a été mise en place par des gamers, donc des gens qui jouent sur Internet, qui ont une très très grande communauté. Et en fait, l'un de ces gamers a organisé des levées de fonds tous les ans pendant plusieurs années pour donner à des assos environnementales. Et il y a 2 ans, donc, Sea Shepherd en a été bénéficiaire. Et grâce aux The Event et aux fonds qui ont été levés sur ce week-end de jeu, eh bien, on a pu acheter un centre de soins et un bateau. Donc le premier bateau de Sea Shepherd France qui soit un peu plus grand qu'un semi-rigide et qui nous permette en fait, d'aller en mer plusieurs jours. Et puis donc un centre de soins à la faune sauvage qui nous permet de, notamment quand on fait des patrouilles sur les plages ou même ou en fait qui est surtout ouvert aux sympathisants, hein, à chaque fois que quelqu'un voit un animal en détresse, un animal de la faune sauvage en détresse, il peut appeler le Sea Shepherd Rescue Center qui se trouve en Bretagne. Et voilà. Et donc la spécialité, c'est les animaux marins, mais bien sûr, on prend tout le monde, hein, hérissons, renards, etc., etc. Et voilà. Et là, donc, vous avez une photo des guillemots dans leur piscine, puisque en fait, on a acheté une maison avec une piscine pour humains, qu'on a transformée en piscine pour oiseaux marins et pour phoques éventuellement. Voilà. Donc, c'est un beau recyclage de la piscine. Et là, donc, on a des petits guillemots qui sont des petits oiseaux marins qui ont été vraiment qui sont menacés aussi parce que ils sont affamés. Voilà. Pour revenir à cette question de la surpêche. On en a trouvé des quantités sur la dernière campagne qu'on a faite cet hiver sur la côte atlantique. On a trouvé des quantités de cadavres de guillemots et tous présentaient une maigreur et très très forte. Et donc en fait, c'est des oiseaux qui meurent de faim. Et ils meurent de faim parce que on leur enlève le pain de la bouche, on leur enlève le poisson de la bouche en l'occurrence, quand on pêche sur les côtes. Donc voilà, on en a retapé quelques-uns quand même, à chaque fois qu'on le pouvait, mais bon, les oiseaux, c'est fragile, hein, ça reste pas très longtemps en position de détresse. Et là, c'est ceux qu'on relâche quand on les ramène sur la côte. Voilà, ils sont bien gaillards et nous, on est très contents. Et là, donc c'est le bateau de Sea Shepherd France qu'on a acheté grâce au don d'Easy Events. C'est le petit bateau que vous voyez devant, qui fait une 15aine de mètres.
et qui est un peu providentiel parce que justement il nous permet, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, de partir plusieurs jours en mer parce qu'en fait on était un peu bloqué au niveau de Sea Shepherd France. On avait des équipages qui étaient super motivés pour se lever très tôt le matin, pour passer toute la journée en mer. C'est hyper fatigant hein, quand vous faites une campagne comme ça de 1 mois. Et là, en fait, ça nous permet de rester, comme on a plus de carburant, en fait, hein, et comme on a une véritable cabine, ça nous permet de rester en mer 3-4 jours, peut-être même un peu plus si on fait attention, et d'aller surtout plus loin sur les zones de pêche, et donc d'aller voir des chaluts qui sont plus gros, hein, qui sont plus au large, et notamment là encore, c'est un navire-usine. Voilà, alors navire-usine, pourquoi navire-usine? Parce qu'en fait, ils pêchent, ils transforment, ils congèlent, ils conditionnent le poisson, tout ça en mer. Et donc, ça leur évite de faire des allers-retours. Et donc, c'est beaucoup plus rentable, bien sûr. Voilà, alors grâce à ce bateau, on a mené plusieurs campagnes. Et là, en ce moment, il est dans le détroit de Gibraltar. Donc là, je vous parle des campagnes qui sont en cours en ce moment. Cette campagne s'appelle Save the Iberian Orcas, les orques ibériques. En fait, c'est une population d'orques qui passe une grande partie de l'année au niveau du détroit de Gibraltar. Alors peut-être que vous en avez entendu parler aussi hein, dans la presse. Ces orques présentent une particularité, c'est qu'elles jouent avec les safrans des navires. Et donc dans la presse, on parle souvent d'attaque. Les orques attaquent les bateaux. Pour vous donner une idée, c'est plusieurs centaines de bateaux hein, qui ont été attaqués depuis quelques années. Alors nous, on ne parle pas d'attaque, on parle d'interaction. Parce qu'on voit très bien, et tous les spécialistes des orques sont absolument d'accord hein, pour dire ça, on voit très bien que les orques n'ont aucune intention belliqueuse, elles ne sont pas là pour attaquer les bateaux, elles interagissent avec les voiliers, parce qu'elles s'intéressent au safran des voiliers, et leur objectif c'est de mordre le safran, et donc souvent elles le cassent. Donc forcément, les plaisanciers ne sont pas très contents, mais surtout, en fait, ils ont peur, hein, parce que effectivement, les orques sont majestueuses et magnifiques, mais bon, voilà, on a tous un peu dans notre imaginaire collectif que ce sont aussi les plus grands prédateurs de l'océan, même si elles ne se sont jamais attaquées à des humains dans la nature, hein, ça n'est jamais arrivé, en tout cas, ça n'a jamais été documenté dans l'histoire de l'humanité. Et voilà, mais bon, quand vous avez une dizaine d'orques autour de votre bateau qui est en train de mettre des coups dans la coque, bon, évidemment, je pense que vous n'êtes pas hyper rassurés. Le problème, c'est que certains plaisanciers peu scrupuleux et persuadés que c'était une attaque hein, et que potentiellement les orques allaient couler leur bateau, ont orchestré des représailles contre les orques. Et on a vu notamment une vidéo de plaisanciers qui lançaient des explosifs sur les orques. Il y en a qui peuvent être armés de fusils ou qui peuvent lancer des objets, des pierres, etc. sur les orques. Et donc, c'est problématique parce que la population d'orques ibériques est une population en danger d'extinction, dont il reste a priori qu'une trentaine d'individus, donc c'est très très peu. Hein. Là encore, hein, c'est des gros animaux qui mettent très longtemps à se reproduire, qui se reproduisent peu, et donc là on est déjà en effectif vraiment très très réduit. Donc cette population d'orques ne peut pas non plus soutenir cette pression supplémentaire. Donc voilà, on s'est rendu sur zone pour essayer de faire de la sensibilisation, pour essayer d'étudier les comportements. On a embarqué des scientifiques avec nous pour étudier sur place les comportements des orques. Et l'idée, c'est aussi d'expliquer aux plaisanciers qui passent à proximité les mesures de sécurité à prendre pour éviter les interactions. Voilà. Donc c'est une campagne qui est assez importante et qu'on a menée là depuis 2 mois quasiment, peut-être même un peu plus. Voilà, donc on espère que les orques vont changer de passion. Oui, je vois une main qui se lève.
Alors, en fait, il y a 2 volets. Il y a effectivement le volet où on essaie de comprendre le comportement pour essayer de le transformer. Mais ça, c'est vraiment des études au long terme et puis et c'est un peu expérimental. Et puis, il y a le volet vraiment très pratique quand vous êtes sur le terrain et que effectivement vous passez dans la zone où on demande aux plaisanciers de prendre une course vraiment très proche de la côte. Parce que la plupart des interactions se font au large et que donc l'idée, c'est d'aller dans des eaux peu profondes pour éviter les interactions. Voilà. Après, les mesures vont peut-être évoluer, mais pour le moment, c'est ça. Principalement, après, quand vous êtes face à une attaque à une interaction et que donc votre safran est ciblé, en fait, il faut se tenir au courant, notamment sur les sites espagnols, parce que les mesures peuvent changer. À un moment, on demandait aux navires de s'arrêter et d'attendre que ça passe, mais je suis pas sûre que ce soit toujours en vigueur. Donc, je préfère pas vous dire de bêtises, mais voilà, il y a des informations qui circulent sur le site internet, je pense du gouvernement espagnol, ou alors des assos qui s'occupent vraiment de cette spécificité-là. Voilà. Alors non seulement c'est possible, mais c'est même en phase d'être reconnu. C'est-à-dire que la communauté scientifique aujourd'hui s'accorde à dire que le comportement des orques est un comportement de jeu, notamment parce que c'est principalement des juvéniles qui font ça, qu'il y a très certainement une transmission, un mimétisme, hein, donc c'est des animaux très très intelligents, et qu'on les a déjà vus faire ça sur d'autres populations, à d'autres endroits du monde, où en fait elles adoptent un comportement comme ça qui est grégaire, quoi, en fait, qui est un comportement communautaire, et que ce comportement peut être abandonné au bout d'un certain temps. Ça dure plusieurs années, etc. Et on a même, donc pour vous donner un peu le niveau de culture de ces animaux, il y a même une population qui a été étudiée en train d'adopter un comportement de mode. Et la mode, c'était, chez ces orques-là, c'était de trimballer un poisson ou un thon sur leur tête, quoi, comme un chapeau. Voilà, donc non, évidemment, on n'écarte pas du tout la question du jeu, et on estime qu'on est vraiment là-dessus, parce que, justement, il n'y a pas de comportement belliqueux, il n'y a vraiment pas de volonté des orques d'attaquer les navires. En fait, les orques sont énormes, hein, par rapport aux bateaux qu'elles ciblent. Et si elles le voulaient, elles couleraient les bateaux systématiquement, clairement. Hein. Voilà. Donc, si elles ne le font pas, c'est que c'est pas ça le but de l'interaction. Le but de l'interaction, c'est de grignoter le safran, quoi. Voilà. Donc, ça fait des dommages. Et il est arrivé qu'elles coulent des bateaux. Mais voilà, c'était pas intentionnellement, et c'est une poignée de bateaux sur des centaines, hein, qui ont été ciblés. Voilà. Donc l'idée, c'est d'étudier ces comportements et de voir comment en fait on peut les désintéresser et les détourner de cette question-là. Donc ça, c'est aux scientifiques de répondre à ces questions, hein, mais c'est aussi pour ça qu'on les embarque avec nous et voir quelles mesures peuvent être prises dans les années à venir, quoi. Voilà, alors donc dans les campagnes de cette année, une campagne un peu moins légère, c'est, même si la campagne des orques n'est pas légère, hein, parce que juste pour revenir là-dessus 2 secondes, on a aussi des plaisanciers qui sont en train de, je vois un monsieur qui fait les gestes, qui sont en train d'installer des lames de rasoir, quoi, sur leur safran pour blesser les orques. Donc voilà, on n'est pas sur c'est une campagne scientifique, mais c'est aussi une campagne vraiment de sensibilisation et de sauvegarde de cette population en danger critique d'extinction, et qui est vraiment pas du tout à prendre à la légère. Donc, autre campagne qu'on a faite cette année, certains reconnaissent peut-être ces images qui sont horribles. Hein. Là, clairement, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est des images de ce qu'on appelle le Grindadrap. Le Grindadrap, c'est des massacres de mammifères marins, de dauphins, qui ont lieu aux îles Féroé, qui dépendent du Danemark, comme le Groenland, on en reparlera.
Et en fait, donc c'est une communauté insulaire qui a pour tradition ancestrale de massacrer des globicéphales. Souvent, c'est des dauphins globicéphales, donc c'est des gros dauphins qui ressemblent un petit peu à des petites baleines. Et voilà. Et donc, en fait, l'idée, c'est que quand les pêcheurs féroïens sont au large et qu'ils cible, enfin qui voit un groupe de globicéphales, il donne l'alerte au grind et en fait tous les pêcheurs du coin puis les navigateurs viennent encercler les globicéphales et viennent les rabattre dans les fjords. Et dans les fjords, ils sont attendus sur la plage par des personnes qui sont armées de crochets en fait et qui vont les crocheter leur évent comme ça. Et les massacrer. Donc c'est absolument horrible. Vous voyez là que l'eau est rouge, hein. C'est pas du tout un effet de style ou quoi, ou le contraste qui a été changé. C'est vraiment la couleur de l'eau au moment où ces massacres arrivent. C'est souvent des centaines d'individus qui sont massacrés, c'est des groupes entiers. Et il faut savoir que les globicéphales sont encore une fois des animaux très intelligents, très sensibles, avec des liens sociaux très forts, et qu'ils restent en groupe. Par exemple, il y a des échouages massifs de globicéphales qui ne sont pas du tout dus à des massacres, qui arrivent notamment parfois en Nouvelle-Zélande, où en fait une partie du groupe s'échoue et le reste du groupe continue à venir s'échouer sur la plage, même si des militants essaient de les remettre au large, etc. Donc vraiment, c'est des animaux qui ont un sentiment d'appartenance au groupe qui est très très fort. Et donc quand il y a des massacres comme ça, on massacre tout le monde. Les individus adultes, les petits, les femelles gestantes, absolument tout le monde. Il ne reste personne. Et en fait, ce qui est dramatique, c'est que c'est une pratique qui est d'un autre âge. Clairement, à l'époque, les Féroïens mangeaient la chair des baleines. Voilà, c'était un moyen de subsistance aussi. Alors évidemment, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Déjà, ils en mangent très très peu parce que la viande de baleine est très polluée. En fait, donc les recommandations des médecins déconseillent de manger de la viande de globicéphale. Mais les massacres ont quand même lieu et c'est pas une fois par an, c'est à chaque fois que la météo et les circonstances le permettent. Donc c'est parfois de très nombreuses fois. Et il y a quelques années, il y a eu pareil un massacre qui a fait le tour du monde. Qui était un massacre de dauphins à flanc blanc, pour le coup, où ils ont massacré plus de 1400 dauphins d'un coup. Hallucinant. Déjà, c'est très très rare dans la nature de voir 1400 dauphins, parce que c'est des animaux grégaires, mais ils sont en groupe plus petit. Là, c'était vraiment un super pod, donc c'était quelque chose d'absolument rarissime. Et ils ont été donc tous massacrés sur les plages féroïennes. Voilà, donc ça, c'est la présidente de l'organisation française qui s'appelle Lamia Essemelali, qui s'est rendue sur site cette année. En fait, le problème aujourd'hui, c'est que on était déjà venu, Sea Shepherd France était déjà venu en 2014 sur site, avec des moyens maritimes, avec des bateaux. Et l'idée de cette campagne, qui avait très bien marché, c'était d'avoir des sentinelles un peu partout sur les côtes, de repérer les groupes de globicéphales avant les Féroïens et à l'inverse, les repousser au large quand on les voyait. Ça marchait très bien et forcément, les Féroïens n'ont pas été très contents. Et notamment le Danemark qui est intervenu et qui a mobilisé ses frégates militaires pour intercepter les bateaux de Sea Shepherd France. Et aujourd'hui, on ne peut plus aller dans les eaux danoises avec des bateaux aux couleurs de Sea Shepherd, dans les eaux féroïennes, parce qu'on sait qu'en 24 heures, on va avoir les frégates militaires sur le dos. Alors, très bonne question. Pour ceux qui n'ont pas entendu, j'ai parlé de pourquoi ils le faisaient à la base, pourquoi ils le font encore aujourd'hui et que font-ils des cadavres qu'ils ne mangent pas ? Eh ben, voilà, parce que c'est difficile de répondre à cette question parce qu'on n'est pas dans la tête des Féroïens, mais en gros, c'est pour la tradition, quoi. Comme aujourd'hui, on va avoir un spectacle de corrida, quoi. Et donc voilà, c'est l'argument massue et le seul argument aujourd'hui qui est brandi par les îles Féroé, c'est l'argument de la tradition et de la culture féroïenne. Et d'ailleurs, alors je ne sais plus si je l'avais mise l'autre. Non, je ne l'ai plus mis.
Bon, vous pouvez retrouver sur Internet, il y a plein de photos absolument horribles où en fait on voit des enfants qui pataugent dans le sang, qui sautent sur les cadavres de Globy, qui jouent dans les entrailles. C'est vraiment un délire. Et il y a même une photo qu'on a faite cette année où on a alors je sais pas si c'est des maîtresses d'école ou centres aérés ou quoi, mais des petits enfants avec leurs petites avec leurs petits dossards, quoi, qui sont là en visite sur le port avec donc tous les cadavres de globicéphales qui sont alignés. Donc vraiment, il y a quand même cette identité culturelle autour des massacres et une volonté de perpétuer la chose en conditionnant les enfants dès le plus jeune âge à ces massacres. Voilà. Bon, ce qu'on constate malheureusement, c'est que là, pour le coup, le Danemark fait complètement fi de l'opinion internationale parce que c'est quand même complètement décrié à l'international, ce genre de massacre, mais qui continue depuis des décennies à faire ça. Et alors, que font-ils des cadavres ? Eh ben, aujourd'hui, pas grand-chose. Donc, il y a une partie, mais on estime que c'est 10% à peu près, de la viande de baleine qui est quand même récupérée pour être mangée, congelée, mangée dans des repas de famille, etc. Mais on a aussi trouvé des immenses charniers, en fait, où les globicéphales sont jetés, les cadavres sont jetés dans un fjord et ils sont même pas touchés, quoi. Donc voilà, c'est vraiment pour le sport. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, les îles Féroé appartiennent au Danemark. Et le Groenland appartient aussi au Danemark. Et pour revenir donc à notre fondateur, le capitaine Paul Watson, qu'on voit ici, arrêté par la police groenlandaise. En fait, le capitaine Paul Watson faisait route. Il avait repris la mer et il faisait route pour mener une campagne contre la chasse à la baleine japonaise dans le Pacifique Nord. Et il s'est arrêté sur sa route au Groenland pour faire le plein de son bateau. Et ça, c'était le 21 juillet cette année. Et il s'est fait arrêter à l'intérieur de son bateau par la police du Groenland, sur ordre du Danemark. Et il est incarcéré depuis au Groenland. Voilà, alors je vais essayer de vous passer une vidéo de Paul Watson en prison parce que Sea Shepherd France et la présidente de Sea Shepherd France se sont rendus au Groenland avec un média que vous connaissez peut-être qui s'appelle Vakita, qui est le média de Hugo Clément. Et donc ils ont pu aller à l'intérieur des murs faire une vidéo de Paul qui s'exprime sur son sentiment et puis ses espoirs, ses espoirs ou pas d'ailleurs, mais son sentiment depuis qu'il est incarcéré au Groenland. Alors je vais faire une petite manip, je suis désolée, ça vous fait une petite pause. How do you feel after more than 3 weeks in jail in Greenland? Except when they take me to the basement for the flogging, it's okay. No, actually, this is a very decent place here. So, aside from the fact that your freedom's restricted, there's really nothing to complain about as far as this prison is concerned. I've seen far, far worse. I mean, the window gives me a panoramic view of the fjord and the mountains and the whales and everything. When you are seeing the whale outside from your cell, do you think that, okay, that was worth it? I think that to protect life and diversity and interdependence, that it's worth all of the risks that are required to take to achieve that. If I can do something and that guarantees that a whale's life will be spared, that dolphins will be spared, that polar bears or caribou or whatever animal or species or habitat I'm focusing on, that it's worth all the risks in the world.
Maybe could you describe us a little bit the day you were arrested? What did you feel? Well, I wasn't really, I didn't really think I would be arrested because my name is no longer on the Interpol Red Notice list. And that was, back in November, that was gone. It was taken off. I had lawyers checked into it, not there. So what Japan did was they issued a special Red Notice specifically to Denmark only. And so they knew that we were going to go through the Northwest Passage. We had to refuel in Greenland. So that's why they issued it to Denmark. So I was quite surprised when we came into Nuuk and suddenly 14 Danish police officers boarded. They were very aggressive. One of them came up to me and just grabbed me like this and pulled me out of the seat. And you know, they said, "We're here to arrest you." I said, "What are you arresting me for?" And he said, "You'll find out." Pulled me off and handcuffed me and put me down, you know, walked me down to and put me into the car, and then brought me directly here. So at this time, you didn't know the reason why you were arrested for? No, they didn't tell me. Okay. So what was your guess at this moment? You were like, well, the only thing I could think of was Japan had made a request. And they issued it not because of what I did, but because of what we were going to do, which was to intervene against the Kanji Maru, their new Japanese factory ship. So this specifically was to stop us from doing that. It's backfired on the Japanese because what was the objective of our Operation Kanji Maru? The objective was to focus international attention on Japan's ongoing illegal whaling operations and the launching of the Kanji Maru. Well, by arresting me, they did just that, focusing international attention on their continued illegal whaling operations. So we actually achieved what we set out to do. As you know, Bruce Lee once said, the ultimate form of fighting is the art of fighting without fighting. So we didn't even have to confront them to achieve our objective. and yesterday there were your court hearing about you. We saw you arrived with the handcuff. Ah! Fuck! There's no excuse for inflicting this kind of pain. Hi, Mr. Really. Hassan. For Vakila, how do you feel? Yeah, I'm in pain because of the way they put these handcuffs on. I just don't understand why they had to do that. Apparently, talking to some of the other prisoners here, they don't handcuff everybody. So apparently, I think it's more. It just shows once again the political nature of it. I mean, if they want to treat me as some sort of a terrorist, as the Japanese, continue to say that I am. So you would say that if they put you some handcuff in your hand, it's more like for communication to show you as like a criminal, a big criminal? Yes, I think so. I think they're trying to portray me as some sort of dangerous criminal. In fact, the police officers who arrested me said that I was a dangerous terrorist, and that when they pulled me away. How did you react when you heard that about the verdict? When you heard that you were like spending 3 more weeks in jail? Well, I just think that the judge in this case wasn't really interested in making a decision. The prosecutor seems to have, I don't know, some sort of, I think to me this is a big case for her, and she wants to make her mark on it. That's all I can think. But I don't think any decision is going to be made in Greenland about this at all. It has to come from the Danish government. So you didn't have any hope to be released yesterday? No. When you entered? Okay. No. There's not much I can do about it. I have to accept that that's the way it is. But on the positive side, it continues to put pressure on exposing ongoing illegal Japanese whaling activities. And that's a good thing. So I have no problem with that at all. As long as I'm in here, people are going to be talking about what Japan has been doing illegally killing whales, the cruelty of the whale hunt, the illegality of the whale hunt. Are you afraid sometime to be sent to Japan in maybe 3 weeks or more? I would be extremely surprised if Denmark extradites me to Japan. Why would a country that has an incredible record of honoring human rights send me to a country that has a horrendous record of human rights, which is really basically a medieval form of justice? I have friends and former crew members who were arrested in Japan and were subjected to weeks and weeks of daily interrogation before they even get to court. And the purpose of those interrogations was to get a confession before they go to court. That's a barbaric approach to justice, which is not acceptable in most of the civilized world. And since you were arrested, we heard a lot about your
from your opponent the word eco-terrorist. What do you think about this term? Well, I'm not an eco-terrorist, so I never really understand that. I've never caused an injury to any person in my entire life. In 1977, I set up a strategy, which I call aggressive nonviolence. And what that means is to aggressively intervene, but to make sure we don't cause any injury to any person, and we never have. We have an unblemished record of never causing a single injury to a single person. How could I possibly be a terrorist on that? I think the word terrorist is now being used very liberally to really as a name to call anybody you disagree with. If you hold up a protest sign in front of a company, now you're a terrorist. If you boycott something, now you're a terrorist. I mean, they've actually taken the meaning of the word completely out of context, so it's almost becoming a meaningless thing. I mean, how can you take that seriously when you're equating somebody who blows up a building and kills hundreds of people with somebody who's holding up a protest sign? I mean, there's something very, very much wrong with that. What would you say if you had the Japanese government just in front of you? Well, what I would say to the Japanese government is, come on, let's abide by international conservation law, respect the law, and stop being so petty in your desire for revenge. I think that my children need me more than the Japanese need to seek revenge on me. I mean, what do they hope to achieve by that? They want to take me away from my children so that they can parade me around in Japan as a trophy to support their illegal whaling activities and say, look, obviously the world agrees with us because they turned him over to us to punish, and therefore what we're doing is right. I know there is like a small chance, but there is a chance that I might be the last journalist you will talk with. What would you say to the world if there was the last time you could talk to a media? I have one very important message, and that is we have to do everything in our power to protect life and diversity and interdependence in the ocean. And if we don't, we're not going to survive. We do not live on this planet with a dead ocean. And therefore that must be the ultimate priority for every single human being, is to protect that diversity, that interdependence. It has to be our ultimate priority. I always ask my crew, are you willing to risk your life to protect a whale? And people would think, well, that's asking an awful lot, to ask somebody to risk their life to protect a whale. But we ask young people all the time to risk their life, to give their life for real estate and flags and religion. I think it's a far more noble pursuit to risk your life to protect an endangered species or a threatened habitat. And that's where I think we really have to refocus our priorities. What is really important? What is really important is the security of our planet, and that security is dependent upon diversity and interdependence. Voilà, bon alors pour ceux qui ne connaissaient pas le capitaine Paul Watson, vous avez un petit aperçu là du personnage qui est quand même vraiment tellement inspirant. Quand je le présentais tout à l'heure, je parlais d'un symbole de la lutte écologique, et c'est vraiment le cas, et ça se concrétise aujourd'hui, puisqu'il est ciblé comme nombre d'autres écologistes dans le monde par des organisations qui mettent à mal la vie sur cette planète, et notamment là par les Japonais. Donc, bon, peut-être pour ceux qui ne connaissaient pas trop l'histoire, ça va un peu vite, c'est en anglais. Mais pour refaire un petit récapitulatif de tout ça, donc comme je vous le disais, Paul Watson était en route pour une campagne contre la chasse à la baleine japonaise, et il passait par le Groenland pour faire le plein quand il a été arrêté par la police du Groenland sur ordre du gouvernement danois. Et en fait, s'il a été arrêté par les Danois, c'est pas par hasard. On a parlé tout à l'heure des îles Féroé et des massacres de globicéphales aux îles Féroé. Et en fait, Paul Watson a été, il paye en fait les actions qu'il a pu mener pour sauver des milliers de baleines il y a quelques années, dans les années 2010.
Et où en fait les campagnes les plus connues de Sea Shepherd à l'échelle mondiale, c'est celle-ci, c'est les campagnes contre la chasse à la baleine en Antarctique. Alors il se trouve que les activités des Japonais en Antarctique étaient illégales, puisqu'il y a un moratoire international sur le commerce de viande de baleine qui est entré en vigueur en 1986, donc ça date pas d'hier. Et les Japonais continuaient en toute impunité à aller chasser des baleines en Antarctique, dans un sanctuaire international. Et les États signataires de cette convention, de ce moratoire, ne prenaient pas leurs responsabilités, puisque personne n'allait dans ce sanctuaire pour protéger les baleines. Il n'y avait aucune mesure de contrôle et de restriction qui était prise. Et donc la seule organisation qui allait sur place pour s'interposer, c'était Sea Shepherd. Et en fait, comme la série télé a été embarquée, donc Wild Wars, Justicier des mers, ce sont des images qui ont fait le tour du monde et qui ont affiché les actions illégales des Japonais à l'international. Voilà. Et donc c'est ça que les Japonais n'ont jamais digéré, c'est qu'on vienne interférer avec leurs actions de braconnage, clairement, et qu'en plus on expose ça sur la place publique en embarquant une télévision de renommée internationale à bord. Voilà, donc comment ça se passait quand ils étaient en Antarctique? En fait, la stratégie de Paul Watson, c'était de repérer le navire amiral de la flotte baleinière japonaise, puisque en fait, il y a plusieurs chasseurs, donc des harponneurs, qui ciblent des baleines, qui lancent des harpons explosifs à l'intérieur, enfin voilà, qui vont exploser à l'intérieur des baleines, donc c'est absolument horrible. Et en fait, elle les remonte sur le pont de la pièce maîtresse de cette flotte, qui était à l'époque le Nishin Maru, donc le bateau usine, qui va dépecer les baleines et les conditionner. Et donc l'idée de l'équipage de Sea Shepherd, c'était de s'interposer entre les harponneurs qui ramenaient leur proie et le navire-usine, et donc de se mettre devant la rampe d'accès qui permettait de monter les baleines à bord du navire-usine. Et donc c'est ce qui a été fait pendant toute une saison. Ça a été vraiment un immense succès technique, c'est-à-dire sur le terrain. On a vraiment empêché plusieurs centaines de baleines d'être tuées à cette époque-là. Et quand les équipages de Sea Shepherd sont repartis dans le sanctuaire antarctique l'année d'après, l'un des baleiniers japonais a coulé un des bateaux de la flotte de Sea Shepherd. Voilà. Et en fait, quelques mois plus tard, le capitaine de ce bateau-là, qui coûtait 2 millions, donc qui se fait un petit peu amputer d'une petite somme, est monté sur l'un des navires japonais pour présenter la facture de son bateau. Et cette personne, ce capitaine, a été arrêté à ce moment-là. En fait, ils ne l'ont pas laissé redescendre et ils l'ont ramené au Japon et ils l'ont emprisonné au Japon. Et comme le racontait Paul dans son interview, en fait, le Japon est connu pour ses conditions de détention et qui sont vraiment scandaleuses. Et ils ont été... on a du mal à s'imaginer ça parce qu'on les voit souvent français comme un peuple très réservé, très carré, etc. En fait, il faut imaginer que le monde carcéral japonais est vraiment mondialement connu pour son mauvais traitement des prisonniers. Et ils ont été pointés du doigt par Amnesty International, ils ont été condamnés par la Cour des droits de l'homme européenne. Enfin voilà, c'est de notoriété publique. Et donc nous, aujourd'hui, ce qu'on souhaite, évidemment, c'est que Paul Watson ne soit pas extradé au Japon, comme c'est arrivé pour ce capitaine. Et donc ce capitaine a été interrogé et sous la pression, et sous la menace en fait de croupir des années en prison pour couvrir Paul. Il a signé un papier disant que c'était Paul Watson qui l'avait forcé à aller présenter sa facture. Ce qui n'est pas vrai, évidemment, et ce qu'il a démenti quelques mois plus tard publiquement. Et il a dit qu'il l'avait fait pour sous la menace et pour pouvoir quitter la prison. Mais en fait, c'est ce que les Japonais voulaient. Ils voulaient un prétexte pour pouvoir lancer un mandat d'arrêt contre le capitaine Paul Watson. Et à partir de ce moment-là, on est en 2012, ça date pas d'hier non plus, le capitaine Paul Watson a été donc ciblé par un mandat d'arrêt et a été placé sur la liste rouge d'Interpol.
Voilà, donc c'est quelque chose qu'il a toujours, qui a vraiment changé sa vie, parce qu'il ne pouvait plus voyager librement, parce que potentiellement il pouvait être arrêté partout dans le monde. Alors il y a des pays sympathisants, notamment la France, qu'il a accueilli plusieurs fois et qui évidemment ne l'a pas arrêté ni extradé au Japon. Mais voilà, c'était un risque qu'il prenait à chaque fois qu'il voyageait, et donc ça a vraiment entravé ses actions. Et symboliquement, c'est intéressant aussi parce que ça montre que Interpol est un outil qui peut être utilisé à tort par des gouvernements pour chasser des symboles. Voilà. Et là, pour le coup, Paul Watson, c'est un symbole politique qui est, donc, comme vous l'avez vu, taxé d'éco-terroriste. Mais bon, voilà, on est vraiment dans du délire quand même d'utiliser ce mot pour le définir, mais voilà, ça montre aussi les manquements des enquêtes d'Interpol qui placent sur sa liste rouge des personnes dont le seul vice a été d'essayer de protéger les océans. Voilà, et donc ce capitaine est parti au Japon, il est sorti des geôles japonaises en signant, en disant que c'était Paul Watson qui lui avait demandé de faire cette action, et donc Paul Watson a été accusé de conspiration d'abordage, ce qui n'est jamais arrivé dans toute l'histoire d'Interpol et qui est quand même une vaste blague. Mais bon, voilà, c'est une blague qui a quand même des conséquences dramatiques, et notamment aujourd'hui parce que en fait cette notice rouge. Alors en fait, Paul, pour rentrer dans les détails, son nom avait disparu de la notice rouge d'Interpol il y a quelques mois, en début d'année. Et donc il n'y avait pas d'explication, rien, juste le nom avait disparu. Et donc, il s'est dit, les Japonais ont lâché l'affaire, quoi. Je vais pouvoir voyager. Bon, voilà. Et en fait, non, pas du tout. Les Japonais n'avaient pas lâché l'affaire. Au contraire, c'était très mesquin parce que Paul s'est remis à voyager et ils ont relancé un nouveau mandat international destiné au Danemark précisément, sachant que Paul allait passer par là pour l'arrêter et donc demander son extradition au Japon. Voilà, donc on en est là aujourd'hui. Comme je vous disais, l'audience où le ministre de la Justice danois est censé s'exprimer, ce sera le 4 septembre ou après le 4 septembre. On pense que ce sera le 4 septembre. Et Paul, dans sa vidéo, dit qu'il pense que ce n'est pas le... En fait, il a une audience au Groenland, le 4. Et il estime que ça va aller plus loin, probablement, que ce ne sera pas lors de cette audience-là qu'il va se passer quelque chose, et qu'il va falloir que ça aille plus haut au niveau de la Cour suprême du Danemark, etc. Donc voilà, affaire à suivre, mais ce qui est important en fait dans toute cette affaire, c'est que c'est le mouvement de soutien international. Il y a énormément de personnalités du cinéma, du monde du spectacle, de chanteurs, etc., qui se sont positionnés en faveur de Paul Watson. Il y a des parlementaires européens, à peu près 70 parlementaires européens qui ont écrit une lettre ouverte une lettre, je ne sais pas si elle est ouverte d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, ils ont écrit une lettre à la première ministre danoise. Voilà, donc il y a une mobilisation très très forte qui a eu lieu en faveur de Paul depuis plusieurs semaines. On espère que ce sera suffisant pour faire flancher le Danemark. Et si le Danemark, du coup, tient ses positions et l'extradit au Japon, voilà, on est quand même très inquiet parce que le système carcéral japonais est très violent et qu'il serait incarcéré pour 15 ans. Il en a aujourd'hui 74. Donc voilà, faites le calcul. En fait, il va terminer a priori ses jours en prison au Japon. Donc voilà, c'est ce qu'on aimerait éviter à tout prix. Et au-delà de ça, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est que, et c'est là où c'est une personne qui est vraiment très très inspirante, c'est qu'au-delà de son propre sort, au-delà de sa personne et de cet événement qui le touche personnellement, lui et sa famille, il reste quand même focalisé sur le message qu'il porte depuis le début, depuis plus de 40 ans, qui est la priorité absolue aujourd'hui, c'est de protéger l'océan parce que nous dépendons tous de l'océan, parce que la vie sur Terre dépend de l'océan. Alors pourquoi il dit ça ? Parce que tout simplement, l'océan aujourd'hui, c'est le premier régulateur du climat. Quand on pense au poumon de la planète, on pense à l'Amazonie, généralement. Mais en fait, le poumon de la planète, il n'est pas vert.
Il est bleu, hein. C'est vraiment voilà, 50% de l'oxygène qu'on respire aujourd'hui est produit par l'océan et par la vie marine dans les océans. Donc c'est une priorité absolue de protéger les océans. Et comme je le disais tout à l'heure, si on n'arrive pas à sauver les baleines, on n'arrivera à rien sauver dans l'océan. Donc c'est vraiment le focus de son combat. Et quoi qu'il advienne, il est incroyable parce qu'il voit toujours l'avancement du combat. Et là, il dit, en fait, on n'a jamais autant parlé de la pêche à la baleine. Et tant que je serai en prison, on parlera de la pêche à la baleine et on mettra les exactions des Japonais sur l'échiquier politique. Voilà. Alors, je m'arrête là sur la conférence. Si vous avez des questions, là, il y avait un temps d'échange qui était prévu. Oui. Ouais. Donc, eh bien, merci pour cette belle intervention. Et on a un petit peu de temps pour échanger. Désolée si je vous ai plombé le moral, hein, c'était pas le but. D'abord, merci pour la conférence et puis merci pour l'action de l'association. Moi, j'ai 3 questions. Donc, la première, c'est par rapport au Danemark. Est-ce qu'aujourd'hui, au Danemark, j'imagine qu'il y a quand même des mouvements écologistes qui vont peut-être agir, soit associatifs, mais peut-être politiques aussi. Donc, ça, c'est la première question. Pour changer, d'une part, un peu les acquis, on va dire, la tradition, comme on dit, et puis aussi pour essayer d'aider Paul Watson. La deuxième question, c'était par rapport à vos rapports dans l'association par rapport aux pêcheurs. Est-ce que vous avez des discussions? Comment ça se passe? Direct. Bon, j'imagine que les gros chalutiers, c'est des lobbies très puissants, mais peut-être qu'il y a d'autres discussions qui sont possibles. Et la dernière question que j'ai, c'est par rapport aux dauphins. Donc, l'échouage massif qu'on constate sur les côtes atlantiques françaises, est-ce que c'est aussi un phénomène qui se passe ailleurs ou c'est vraiment typiquement français? Et voilà, pour savoir s'il y a d'autres actions par ailleurs et s'il y a un élan plus mondial par rapport à ça. Merci. Alors, pour la première question sur les retombées au Danemark, hein, de l'incarcération de Paul Watson. En fait, on s'est rendu compte que la presse danoise avait un peu noyé le poisson pour le moment et qu'il y avait très peu d'articles qui étaient relayés dans la presse danoise sur cette affaire. Donc voilà, c'est un peu problématique parce que ça veut dire que le grand public danois en tout cas, n'est pas forcément bien au courant de ce qui se passe au Groenland. Et Lamia Essemlali, donc la présidente de Sea Shepherd France, s'est rendue devant l'ambassade le Parlement danois, pardon, il y a peut-être une semaine, peut-être un peu plus, avec Joe Duplantier, qui est le chanteur de Gojira, qui est le groupe qui avait ouvert les Jeux Olympiques. Et donc en espérant que ça fasse du monde, hein, donc le chanteur avait appelé tous ses soutiens au Danemark à le rejoindre. Voilà. Après, c'est toujours difficile à mesurer, hein, de savoir si vraiment quelle est la pression sur place. Mais a priori, la pression vient plutôt de l'international que du Danemark pour le moment. La deuxième question, c'était les relations avec les pêcheurs. Alors en fait, c'est intéressant parce que à la fois on peut avoir dans certaines campagnes, et notamment celles pour les dauphins, des relations sportives, voire virulentes, avec les pêcheurs. Alors évidemment, c'est toujours du côté des pêcheurs, hein, et en fait, ce qui est intéressant au niveau de nos campagnes, c'est que tout est filmé tout le temps. C'est vraiment l'outil qui nous permet de remettre l'église au milieu du village quand on est accusé de ci ou de ça. Et le fait que tout soit filmé permet de montrer ce qui s'est exactement passé. Et donc, avec les pêcheurs, il y a eu effectivement des pêcheurs qui ont considéré que c'était du harcèlement, hein, et qu'on venait tout le temps sur leur zone de pêche, filmer ce qu'ils faisaient pendant qu'ils travaillaient, etc. Donc il y a des pêcheurs qui l'ont pris assez mal. Et il y a eu, alors je ne vous ai pas montré les extraits là, mais vous pouvez les regarder sur la chaîne YouTube de Sea Shepherd France. Il y a vraiment beaucoup de
d'altercations en mer avec des pêcheurs qui font route sur notre équipage, qui font des manœuvres d'intimidation, qui balancent des projectiles. Voilà. Et parfois, les militants ont été attendus au port quand ils rentraient. Il y a 2 ans, il y a eu des pêcheurs qui ont cassé un stand de bénévoles qui faisaient des collectes alimentaires pour nos équipages et qui ont commencé à agresser physiquement 2 membres de l'équipe et qui se sont arrêtés parce que en fait, l'un des pêcheurs a vu qu'il y avait une caméra de surveillance publique. Et donc voilà, donc ça aurait pu tourner assez mal. Après, l'idée, c'est quand même que, comme le dit Paul, hein, le motto, c'est l'agressivité non violente, la non-violence agressive. Et donc, l'idée, c'est que les membres d'équipage de Sea Shepherd ne s'attaquent jamais aux personnes. C'est arrivé qu'on s'attaque au matériel, par exemple, qu'on découpe des filets, des choses comme ça, mais jamais aux personnes. Donc quand ça arrive, c'est toujours de l'autre côté. Voilà. Ceci dit, on ne met pas tous les pêcheurs dans le même panier. Évidemment, il y a des pêcheurs qui sont conscients et des pêcheurs qui ne le sont pas. Il y a des pêcheurs qui sont dans le déni, avec qui c'est très très difficile de travailler sur le terrain, et des pêcheurs qui nous accueillent sur le terrain, qui nous on s'annonce toujours, on dit qui on est, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait. Et il y a des pêcheurs qui sont tout à fait cordiaux et qui nous disent de faire ce qu'on a à faire. Et il n'y a pas de souci. Et on a même des relations avec des pêcheurs conscients qui ont envie en fait de voir évoluer leur filière, qui n'ont pas envie de prendre des dauphins dans leur filet, qui n'ont pas envie de voir les quotas qui ne soient pas respectés, etc., etc. Et qui peuvent même se faire lanceurs d'alerte pour nous et nous amener des éléments pour essayer de comprendre telle ou telle problématique et de faire changer les lignes. Voilà. Et par rapport à cette campagne-là, la campagne donc, des dauphins, qu'on a fini par gagner donc, au Conseil d'État, en fait, cette victoire signe aussi un basculement dans le relationnel avec les pêcheurs où nous, on estime qu'il faut que les pêcheurs aient aussi voix au chapitre. Et que si on doit réformer la pêche, on ne le fera pas sans eux, on le fera avec eux. Et que donc, l'idée, c'est d'ouvrir le dialogue entre les ONG et les représentants de la société civile, les scientifiques qui apportent vraiment en termes de chiffres, etc., toutes les données, et les pêcheurs qui ont la connaissance du terrain. Et la 3e question, c'était... Oui, alors justement, les dauphins... Alors nous, pour l'instant, on s'est focalisé sur la France, mais on sait aussi qu'il y a des échouages sur le reste de la côte atlantique espagnole. Et on sait aussi qu'en mer Baltique, il y en a sur des marsouins de la mer Baltique qui sont en danger critique d'extinction et qui se retrouvent aussi échoués massivement sur les plages. Donc on n'a pas les données de tous les pays parce que pour l'instant, on était vraiment focalisé sur nos côtes, mais on sait que c'est une problématique qui existe ailleurs et qui est de toute façon liée à la surpêche partout dans le monde, quoi. Il y en a en Méditerranée aussi. Ouais. Après, là, nous, on s'est focalisé sur... Non, mais il y en a, vous avez raison. Hein. On s'est focalisé sur la côte atlantique parce qu'en fait, on a regardé les données des scientifiques et tous les ans, à telle période de l'année, c'est à tel endroit qu'il y en a le plus. Donc, c'est là où on se dirigeait. Mais il y en a partout sur les côtes, oui. Nous avons une autre question, là. Merci beaucoup pour toutes ces images qui m'ont obligatoirement fait penser à Soleil Vert. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un film de fiction qui date de 1973 et qui décrivait la vie en 50 ans plus tard, donc maintenant. C'était encore pire. Hein. Bon. Et j'ai une petite question que je n'ai pas compris au début de votre film sur les dauphins. Vous disiez que les dauphins se rapprochaient des côtes, mais j'avais cru comprendre que les pêcheurs, justement, s'éloignaient des côtes parce qu'il n'y avait pas assez de poissons, notamment en Afrique, là. Non ? Alors, après, ça dépend de l'échelle dont on parle, mais alors, moi, je suis assez nulle en mille nautiques et tout ça, là, donc j'aurais du mal à vous donner des chiffres. Mais en tout cas, on se retrouve sur un terrain où tout le monde est au même endroit pour chercher du poisson.
Voilà. Et donc les dauphins, les pêcheurs, etc. Après, c'est vrai qu'on a aussi on est aussi en train de penser à des campagnes qui visent à protéger vraiment la bande côtière très très proche, dans les 3000, parce que c'est là qu'on a le nombre le plus important de frayères. Et que donc, voilà, ça serait bien qu'on arrive à bannir vraiment la côte de la pêche de la bande côtière très très rapprochée. Mais nous, on est, quand on va en mer sur les bateaux de pêche qui prennent potentiellement des dauphins, c'est quand même plus loin. Alors, je sais pas si... Il y a une question quelque part? Non, on a entendu. Il y avait une dame devant, je pense. Ah, pardon. Après. Oui, c'est par rapport à ce que vous appelez la victoire devant le Conseil d'État. Je me souviens de cette affaire parce que je suis abonnée aux consultations publiques, chose que je conseille parce que là, on voit passer ce genre d'affaires et on peut donner son avis. Et les associations environnementales disaient que c'était une demi-victoire, que bon, un mois, bon, ça correspond au mois où il y a le plus d'individus qui sont sur place à cause de la migration, mais que pour vraiment les protéger, il faudrait rajouter beaucoup plus et changer aussi les techniques, enfin, arrêter le chalutage tel qu'il est. Est-ce qu'au-delà donc, du mois obtenu, c'est en bonne voie pour des améliorations ou pas? Alors, ouais, c'est intéressant, effectivement. Donc, vous avez raison, je ne suis pas rentrée dans ces détails-là. J'ai dit que c'était une grande victoire juridique parce que ça n'est jamais arrivé et que les conséquences sur toute la filière étaient vraiment très importantes. Mais effectivement, c'est une demi-victoire. Alors, surtout dans la première phase, parce qu'il y a eu la première victoire au Conseil d'État où, en fait, donc, l'État devait fermer la pêche pendant 1 mois. Alors que la demande des associations, c'était de fermer la pêche pendant 4 mois. Parce que voilà, on suivait les recommandations des scientifiques qui disaient que pour sauver les populations de dauphins, en l'état aujourd'hui, il fallait fermer la pêche pendant 4 mois. Alors fermer la pêche pendant 4 mois, c'est quand même... alors s'il faut, on va retourner devant le Conseil d'État et on va redemander, hein, mais les conséquences sur toute la filière seraient très importantes. Donc, c'est pas forcément ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est avoir des solutions, hein, et pas forcément mettre les pêcheurs à quai pendant 4 mois. L'idée, c'est plutôt de réformer la pêche, comme je vous le disais, de repenser la pêche pour permettre d'avoir une pêche plus durable. Sauf que donc ce jugement qui a été rendu, donc demander à l'État de fermer la pêche pendant 1 mois, et en fait, l'État avait mis en place tout un tas de dérogations qui permettait en fait à tout le monde d'aller pêcher. Voilà. Donc vraiment, c'était... Alors là, j'ai pas les textes à vous montrer, mais c'était vraiment risible. En fait, dans les faits, ça changeait rien. Et donc, on a réattaqué quelques mois plus tard, et on a regagné. Et là, le Conseil d'État a dit aucune dérogation possible. Voilà. Et donc, c'est pour ça que les pêcheurs sont restés effectivement à quai, sauf les bateaux de moins de 8 mètres, pendant 1 mois en février dernier. J'ai oublié la fin de votre question. Ah oui. Ouais. Bah, ça, on verra. En fait, c'est vraiment, du coup, là, c'est le dossier entre les mains de l'État. L'idée, c'est qu'ils travaillent avec les scientifiques et les pêcheurs et les ONG, du coup, à trouver des solutions. Il faut voir ce qui va être mis en place dans les prochaines années. Comme je vous le disais, le jugement court sur 3 ans. Donc, il y a encore 2 années avec 1 mois de fermeture chacune. Et on espère que ce sera suffisant pour faire bouger les lignes. Et si ça ne l'est pas, et ben on recommencera. Bien. Je crois qu'il y a encore une question là-bas. Oui, on y va.
Bonjour, moi je suis pas sûre d'avoir bien compris. J'ai compris que Paul Watson, on voulait pas qu'il aille au Japon, mais c'est quoi la meilleure option du coup qui puisse lui arriver là du coup concrètement, il peut pas être libéré, il va avoir. La meilleure option, ce serait qu'il soit libéré, ouais. Clairement. Oui. Non. Après, là, c'est un jeu politique qui se joue. Le Danemark est déjà allé un petit peu loin hein, dans son jugement de la situation. En fait, le Danemark est assez silencieux en plus aujourd'hui, donc c'est difficile d'anticiper leur mouvement, hein, de savoir ce qu'ils vont faire. Paul dit dans la vidéo qu'il serait très surpris d'être extradé au Japon parce que le Danemark est signataire de conventions européennes hein, et qu'il est censé ne pas pouvoir faire ce qu'il veut. Et que si on prend le dossier sur une base juridique exclusivement, il ne devrait même pas être en prison là. Hein, donc, parce que les preuves contre lui sont démontables très facilement par toutes les vidéos en fait, qu'on a pu filmer sur place. Et il se trouve que le juge du Groenland n'a pas voulu voir les vidéos. Voilà, donc on espère que le 4, ils vont accorder à Paul le droit de prendre connaissance des preuves. On ne sait pas si c'est ce qui va se passer ou pas, hein, mais ce serait déjà pas mal. Et après, voilà, le scénario qui se dessine a priori, ce serait qu'il y ait encore une étape après le 4, que le procès, enfin l'audience soit portée à la Cour suprême du Danemark, etc. Donc voilà, après, c'est difficile de faire des pronostics. Et bon, dans notre monde aujourd'hui, on ne sait pas ce qui peut arriver, honnêtement. Avec une question tout devant. Bon, on parle beaucoup de braconnage, ce qui est un peu le but de cette conférence. L'action humaine qu'on a, nous, sur les océans, avec les déchets. Bon, vous avez montré quelques photos de ramassage. Quel est cet impact? Parce qu'on a quand même créé le 7e continent de plastique. Et tout ce qu'on peut voir traîner dans le rivière, un fleuve, etc. L'impact est aussi énorme sur la population des animaux marins. Qu'est-ce que vous, à part le ramassage, vous préconisez par rapport à... Enfin, pas préconisé, mais est-ce que vous avez des actions par rapport à ça? Alors, nous, on a des actions principalement de ramassage, hein, clairement. Donc, que ce soit... En fait, on a des groupes locaux en France qui sont dans les grandes villes de France, notamment celui de Lyon. Il y a un stand à la sortie de la conférence avec les bénévoles de Lyon, qui est un des groupes locaux très actifs quand même, et qui notamment a un groupe de plongeurs qui vont dépolluer des cours d'eau, des lacs, etc., qui sont vraiment très très actifs. Donc bravo à eux et merci beaucoup. On a aussi eu des campagnes de dépollution de ce qu'on appelle les filets fantômes, hein, donc les filets dérivants qui sont laissés abandonnés volontairement ou pas, hein, généralement parce que ça coûte cher, par les pêcheurs. Et qui continuent à prendre des animaux marins dans leurs filets pendant des siècles, hein, parce que c'est très très résistant. Donc ça, c'est vraiment une problématique en mer qui est importante, hein, la problématique des filets dérivants. Donc il y a eu des campagnes en Méditerranée où on les repérait, où on les retirait. C'est très long, évidemment. Après, voilà, évidemment, hein, la pollution plastique, c'est une pollution très, très impactante, mais c'est vraiment un facteur. En fait, il y a beaucoup d'associations qui sont focalisées sur la pollution plastique, et ce qui est très bien. Seulement, c'est un facteur parmi tant d'autres sur les pressions anthropiques, hein, sur les océans. Il y a aussi la pollution chimique, il y a aussi la pollution sonore, il y a aussi... le réchauffement, évidemment, hein, le changement climatique, le réchauffement des océans, l'acidification des océans, etc. Et en fait, toutes ces pressions s'additionnent sur les animaux du milieu marin. Et aujourd'hui, la pression quand même la plus importante, ça reste la pêche. C'est pour ça que c'est notre fer de lance à Sea Shepherd. Mais effectivement, toutes les autres sont à prendre en compte aussi. Et alors, en tant que citoyen, ce qu'on peut faire, c'est simplement... consommer moins d'emballage, parce que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Dans ces pays-là, toute alimentation est emballée dans du plastique.
Et on peut vous garantir que pour nous, touristes, arriver à jeter ces poubelles, c'est un défi numéro 1 de la journée. C'est totalement infernal. Donc, du travail. Moi, j'ai l'impression qu'en France, on a fait énormément de travail à ce niveau-là et que tous ces pays qui étaient très en avance sur nous sont partis en marche arrière quand même. Oui, après, effectivement, la problématique plastique à l'échelle mondiale c'est vraiment catastrophique. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont voyagé un peu en Asie mais là, quand on a des images du Gange, par exemple, qui est juste jonché de déchets, où il y a des barrages artificiels qui se font sur les déchets plastiques. Enfin, c'est vraiment catastrophique. Je ne sais plus quels sont les chiffres, mais ça se compte en semi-remorques toutes les minutes qui sont déversées dans l'océan à l'échelle mondiale. Après, effectivement, c'est difficile quand on est un citoyen français d'avoir un impact direct sur cette question-là, à part votre consommation à vous. Mais il faut aussi, je pense, faire... donc ça, c'est un avis personnel, mais je pense qu'il faut faire attention aussi on a mis une poubelle dans ma rue, une poubelle jaune, j'ai fait le tri, c'est bon. Parce qu'en fait, il y a eu plusieurs enquêtes qui suivaient les déchets dans les poubelles de tri françaises, et où on se rend compte qu'en fait, la plupart des déchets... je ne sais plus combien c'est les chiffres, mais je crois que c'est à hauteur de 30% des déchets qui sont effectivement recyclés. Une énorme partie sont envoyés dans des déchetteries à ciel ouvert dans d'autres pays du monde. Enfin, voilà. Donc, je pense que ce qui est important, c'est aussi de creuser un peu les sujets et de se dire... en fait, c'est pas parce que j'ai fait ce geste qu'on me rabâche à la télé parce que c'est facile que j'ai tout compris au processus. Et voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est le meilleur déchet et celui qu'on ne produit pas, vraiment essayer de consommer mieux et moins. Voilà. Et puis ce qui est important aussi, c'est d'être actif, acteur, et d'être présent dans les associations. Donc le stand de Sea Sheepers, il est juste à l'entrée. En donnant un petit peu de votre temps, c'est le vol des papillons, en donnant un peu de notre temps, on fait des actions qui sont énormes. C'est vrai que si on regarde ce que fait la France, que la plupart des Français le font bien, c'est vrai que c'est pas évident d'aller retoucher. Oui, c'est nos copains danois. Mais je crois que voilà, c'est aussi la raison pour laquelle, et je le redirai tout le long de ces 2 jours, que nous sommes là présents à travers les conférences. Et j'en remercie Sea Sheepers et les intervenants de Lyon de venir parler de ce qu'est Sea Sheepers, de la situation de Paul Watson. Mais c'est ce message que je veux faire passer. C'est lorsque vous sortiez de la salle, c'est de partager ce que vous avez ressenti avec vos amis, avec vos familles, parce que plus le message sera transmis, et on a l'espoir d'avoir des choses qui vont s'améliorer. Et c'est vrai que le premier déchet que l'on ne produit pas, c'est celui qu'on ne consomme pas. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Alors, juste, je vais rebondir sur ce que dit Jean-Paul, c'est ça ? Jean-Claude. Parce que c'est intéressant. En fait, juste pour vous donner une idée, on a souvent le sentiment d'être impuissant en tant qu'individu. Et c'est un peu ce qu'on nous rabâche quand on vous dit éteignez la lumière ou faites couler moins d'eau sous la douche ou voilà. On vous rabâche des petits gestes de quotidien des individus et en fait face à ça, déjà on éclipse la responsabilité des politiques et des entreprises qui est quand même bien plus importante que la responsabilité individuelle. On fait porter une sorte de culpabilité et aussi un sentiment d'impuissance. Et je pense qu'il faut lutter contre ce sentiment d'impuissance, comme vous le disiez, en s'engageant. Alors, ça peut être en faisant des actions dans son quotidien, en s'engageant dans une association, en soutenant une association. Mais juste pour vous donner une idée, en fait, juste du pouvoir des masses, on a l'impression qu'en tant qu'individu, on n'a aucun pouvoir. Mais en fait, la somme des individus a un pouvoir qui est palpable. Quand on est au sein des associations, on peut le sentir. Et parfois, ça se... Et en fait, c'est difficile à décrire, c'est-à-dire que c'est une sorte de pression sur les politiques qui peut se traduire juste par
des réactions sur les réseaux sociaux ou l'achat de tel ou tel média, de tel journal ou tel abonnement à tel journal. Alors juste pour vous expliquer ce que je suis en train de dire, en fait, quand on a mené, pour vous donner un exemple concret, quand on a mené la campagne pour les dauphins, on a enchaîné les recours juridiques. On a attaqué la France devant l'Europe, on a attaqué la France plusieurs fois devant le Conseil d'État, on a été retoqué devant le Conseil d'État plusieurs fois. Et il y a 2 ans, du coup, on a gagné le même recours juridique. Hein. Et si on a gagné, c'est parce que l'opinion publique s'est emparée du sujet. Ce que je vous disais, c'est que quand on a commencé la campagne en 2018, les gens ignoraient même qu'il y avait des dauphins en France. Quand on l'a terminé, les médias s'étaient emparés du sujet. Et si les médias s'emparent du sujet, c'est parce que ça intéresse les gens. Voilà. Et la procureure a dit, c'est un sujet qui est devenu très médiatique. Et le jugement a été donné en notre faveur. Donc en fait, des fois, c'est difficilement palpable pour les individus, mais en fait, l'intérêt des masses pour ces sujets-là peut se sentir à des échelles plus importantes, aux échelles, au niveau des médias et donc même de la justice. C'est pour ça que c'est toujours bien de faire l'action dans sa commune, hein, dans sa communauté de communes, puisqu'en face, il y a des élus. Et les élus, ils aiment bien qu'on parle d'eux de la bonne façon. Et à force de répéter, de faire des actions dans chaque petite commune, eh bien, si 15 personnes de chaque commune en France fait une action, au niveau national, on a un impact important. Et c'est vrai qu'il faut être acteur. Et on a l'obligation d'être acteur tous les jours. Hein. Chacun d'entre nous, la plupart d'entre nous, on est salarié de l'entreprise. Et on est acteur. Et on est acteur de l'entreprise. Souvent, on alimente les rêves de nos patrons, mais pas les nôtres. Alors je ne dis pas que le modèle est... Mais voilà, c'est partir là-dessus, sur cette réflexion. Et si on le fait sur le problème de la mer, sur le problème de l'alimentation, on va, pendant ces 2 jours, traiter de tous ces éléments qui nous entraînent à réfléchir sur notre bien-être, sur notre santé. Eh bien, voilà, c'est d'être acteur de chaque jour. Comme on se lève chaque jour, pour les gens qui sont encore en activité, ou qui le sont même tout le temps, on se lève pour quelque chose. Eh bien, il faut se lever et être conscient de ce que l'on fait. On ne le fait pas forcément bien, parce que c'est pas facile. Moi, je suis le représentant d'Espace Nature Isère. Il y a des choses que je ne fais pas bien. Mais si on les fait en conscience, tout doucement, on va s'améliorer. Et si on s'améliore, on améliore les autres. Mais il faut d'abord s'améliorer. Voilà. Au boulot, quoi. Bon, en tout cas, merci à tous pour votre écoute. Et puis, voilà. Ah oui, si, j'ai juste une petite chose, merci beaucoup, juste une petite chose à dire. Donc, tu m'arrêtes si je me trompe, mais à 15h, il y a un concert militant pour Paul Watson. Voilà, donc si vous êtes encore là, je vous invite à aller le voir. Et puis, si vous avez envie de commencer à faire des petites actions, et notamment pour le capitaine Paul Watson, il y a en fait sur la banderole qui est en dessous, la Free Paul Watson, vous avez un QR code qui vous envoie directement sur une pétition à signer en ligne. Ça prend 2 minutes. Et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à écrire un mail au ministre de la Justice danois, qui est censé être la personne qui prendra la décision de l'extradition ou non de Paul Watson. Voilà. Et si vous êtes intéressé, je vous donne son adresse, c'est hyper facile. C'est jm@. Je sais pas s'il y a des gens qui notent. Bon. Si vous voulez son adresse, vous venez me voir, je vous la donnerai. Et puis peut-être que je la laisserai au stand aussi, au stand de Sea Shepherd, voilà, pour qu'il la transmette. Merci à vous. Merci Karine d'être venue nous parler de Sea Shepherd et surtout de la situation de Paul Watson. C'est la fin de la première intervention. Nous allons faire la pause de midi. Alors à midi, nous avons aussi une action officielle. Donc vous allez m'écouter avec les représentants de la mairie et puis les élus qui auront bien voulu le plaisir de se déplacer.
Nous allons donc faire officiellement ouvrir le 28e festival de l'avenir naturel là, dans la cour. Et nous reprendrons à 13h. À 13h, eh bien, on va continuer puisqu'on va parler de quelle manière on peut soulager les douleurs naturelles. Hein, c'est le professeur Marquand qui viendra. Et bon, je continuerai à faire l'annonce dans quelques minutes. Hein. Donc, grand merci d'être venu ici dans la salle. Je vous souhaite à tous une belle balade sur le festival, hein, organisé par Espace Nature Isère, hein, donc une association qui a plus de 30 ans. C'est le 28e festival. C'est pareil, on a besoin aussi de vous pour faire vivre l'association, et surtout les jeunes qui viennent. Hein. C'est pour ça qu'on a changé le modèle, j'en parlais tout à l'heure, avec une soirée plutôt festive. Hein. Eh bien, je vous souhaite de profiter de ces moments-là, à travers les conférences, à travers les animations, et je vous souhaite de belles choses. Merci.